Bonjour mes très chers compatriotes congolais. Je reviens encore pour une autre vidéo parce que hier j'ai fait une vidéo de sensibilisation où j'ai parlé en lingala, où j'ai expliqué à nos compatriotes ce qu'il faut faire pendant ces moments de crise sanitaire afin que nous tous nous arrivions à riposter contre ces virus. Ces virus Corona qui est en train de faire des ravages à travers le monde. J'avais promis aussi dans ma vidéo d'hier que je vais revenir pour refaire une autre vidéo qui va, non, cette fois-là, critiquer les positions ou les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement congolais ainsi que leur mise en application. C'est dans ces cadres-là que je viens vous parler aujourd'hui. D'emblée, je dois fixer sur une chose, c'est que je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste. J'ai conscience du fait que je ne suis pas membre du gouvernement et je ne gère pas les affaires. Donc, j'estime que ceux qui ont pris ces décisions-là, à travers le Conseil des ministres, ont plus d'informations que moi. Je dois avoir la modestie de les dire. Et ils ont décidé en fonction des positions des experts, notamment le docteur Mouyembe qui n'est plus à présenter, qui est un grand médecin, qui a été au front pour lutter contre la maladie de virus à Ebola. Donc, s'il a donné des positions qui ont conduit le gouvernement à prendre les mesures que nous avons entendues par la bouche de M. Félix Tshisekedi, c'est qu'il y avait bien des raisons de les faire. Qu'à cela ne tienne, il y a quand même des paramètres, d'autres paramètres, au-delà des paramètres médicaux, il y a aussi d'autres paramètres à prendre en ligne de compte, notamment des paramètres juridiques, politiques et même socio-économiques. Moi, je vais me limiter sur ces trois paramètres-là que je viens de citer. Donc, mon analyse va se situer autour des paramètres juridiques, politiques et socio-économiques, les conséquences de tout ça par rapport à la vie de notre population durant ces moments de crise sanitaire. Ceci étant dit, je vais directement passer au vif de mon intervention. Cette intervention, je vais la diviser en deux. Dans un premier temps, je vais parler des décisions qui ont été prises et annoncées par Félix Tshisekedi sur la forme. Je vais parler de la forme, donc comment ces décisions ont été prises. Est-ce que cela a respecté la Constitution et nos lois de la République? Ces débats que d'aucuns qualifient de juridisme sans intérêt est important pour moi parce que plus il y a un discours qui tend à dire que ces décisions n'ont pas respecté la Constitution, ça peut créer une résistance de la part de la population en disant qu'ils prennent des décisions qui ne respectent même pas la Constitution. Donc, il est pour moi important que l'on fixe les choses par rapport à ça. Et dans un deuxième temps, je parlerai du fond, c'est-à-dire le contenu même de ces décisions-là. Quelles sont les mises en application aussi? Est-ce que ces décisions sont réalistes? Comment la population l'a accueilli? Est-ce que la population sera en mesure de les observer? Là, ce sera dans un deuxième temps. Donc là, je vais directement parler de la forme. Nous avons vu M. Félix Tshisekedi annoncer les mesures, les 13 mesures concernant l'urgence sanitaire qui s'impose aujourd'hui à notre pays. C'était à l'issue d'une réunion des conseils des ministres du gouvernement qui a été présidée par lui-même, M. Tshisekedi, président de la République. Pour ma part, je pense très humblement que ces décisions n'ont pas violé la Constitution et nos lois. Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'estime que là, nous sommes dans ce qu'on appelle, en droit constitutionnel, dans un contexte de circonstances exceptionnelles. La circonstance exceptionnelle, c'est des moments où on permet à une autorité administrative de prendre des décisions qui peuvent même violer certaines dispositions de la Constitution et même des libertés individuelles, pourvu que ces décisions-là soient
dans le sens de protéger la vie de population de ses concitoyens. Donc, on accorde une largesse au pouvoir public, aux autorités administratives de prendre des décisions pour que ces décisions-là préservent la vie des concitoyens. C'est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui. Cette maladie à coronavirus, c'est une maladie qui est en train de faire des ravages, qui menace même le fonctionnement de tout un pays, des institutions. Donc, il était normal que dans le cadre d'un conseil des ministres, que les décisions soient prises dans un contexte de circonstances exceptionnelles. Et je ne suis pas le seul à le dire, même les constitutionnalistes français, Dominique Rousseau, le dit aussi, par rapport aux décisions qui ont été prises par Emmanuel Macron, où il a justifié ces décisions-là par cette même théorie des circonstances exceptionnelles. Maintenant, après avoir annoncé ces décisions, je pense que ce qui aurait dû être fait n'a pas été fait. Je préfère les rappeler pourquoi. Parce que je vois ces débats, notamment dans les murs de mon aîné. Il s'appelle encore... attendez, je vais chercher son nom. Mon aîné Frédéric Bola, qui est un juriste de renom. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup à travers ses écrits, à travers ses interventions, parce qu'il a été magistrat aussi au Congo, donc c'est un juriste de renom. Il a dit que les décisions de M. Félix Tshisekedi, ou les décisions annoncées par M. Félix Tshisekedi, ont violé l'article 85 de la Constitution, parce qu'il aurait dû, dans un premier temps, saisir les présidents des deux chambres du Parlement pour d'abord déclarer ou proclamer l'état d'urgence, après quoi il aurait pu prendre ces décisions-là. Je comprends les observations de mon aîné Frédéric Bola, mais je pense que là, vu l'urgence de la situation, rien n'est nécessité que l'on proclame d'abord l'état d'urgence. Compte tenu de cette théorie que je viens d'évoquer tout à l'heure ou tout de suite, la théorie des circonstances exceptionnelles, il était normal que les gouvernements, après avoir entendu les experts, de prendre ces décisions ou d'annoncer ces décisions qui ont été adoptées. Par contre, là où je donne raison à M. Frédéric Bola, c'est que après cette annonce des décisions arrêtées en Conseil des ministres, il y aurait dû avoir un suivi pour couler en moule juridique tout ce qui a été annoncé. Je vais faire un parallèle avec ce qui s'est passé en France pour que ça soit beaucoup plus explicite, pour que nous comprenions. En France, quand l'urgence est imposée, Emmanuel Macron a écouté les experts, a réuni le Conseil des ministres, a annoncé les décisions, mais tout de suite après, le Premier ministre, Édouard Philippe, a pris un décret. Les ministres sectoriels, notamment les ministres de l'Intérieur, de la Santé, de l'Économie, ont pris aussi des décisions en fonction de ce qui a été annoncé comme décision prise en Conseil des ministres pour la mise en application de ces mesures d'urgence. Mais chez nous, qu'est-ce que nous avons constaté? Le président a parlé. Après ça, il y a eu aucune décision, en tout cas, jusque-là, j'en ai pas encore vu, parce que j'ai pris quelques jours pour attendre, j'ai regardé, j'ai appelé, j'ai contacté, pour savoir s'il y a eu des décisions. Il n'y a eu aucun décret du Premier ministre pour couler en moule juridique ce qui a été dit en Conseil des ministres. Il n'y a eu aucune décision arrêtée des ministres sectoriels, notamment les ministres de l'économie, les ministres de la santé, les ministres des transports, en tout cas tous les secteurs qui seront touchés durant cette crise. On n'a vu aucune décision de ces ministres-là. Aucune décision des gouverneurs, des entités, des autorités, des entités territoriales décentralisées. Pourtant, c'est là que tout allait se mettre en ordre. Le Conseil des ministres a certes pris des décisions. Le président a annoncé ces décisions. C'est vrai que ces décisions se basent sur la théorie de circonstances exceptionnelles, mais ça devrait être coulé en moule juridique pour les conformiser au droit.
C'est ce qui a été fait en France. Et la prochaine étape aurait été normalement que le président de la République consulte les présidents des deux chambres du Parlement pour, en ces moments, proclamer l'état d'urgence, ne serait-ce que sanitaire. Parce que quand les décisions vont commencer à être appliquées, ça va violer les libertés individuelles. Il faut bien qu'il y ait un acte juridique, des décisions juridiques qui les sous-tendent, des décisions administratives et des actes juridiques qui sous-tendent ces violations. Bon, ce ne serait pas des violations parce qu'on est en circonstances exceptionnelles, mais les libertés individuelles vont être rétrécies. Donc on ne peut pas, comme ça, rétrécir les libertés individuelles sur simple parole du président de la République. C'est là où je viens de voir dans les murs de mon aîné, Frédéric Bola, qui a dit que la parole du président devient loi aujourd'hui. Ça ne devrait pas être comme ça. Je comprends la parole du président de la République. Je comprends les annonces faites par lui à l'issue du Conseil des ministres. Mais je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu d'actes en termes de décrets du Premier ministre, en termes des arrêtés des ministres sectoriels, en termes de décisions des gouverneurs, des autorités des entités territoriales décentralisées, ne serait-ce que pour soutenir ce qui va être fait pendant ces moments de l'urgence sanitaire. Je pense que si nous voulons être un État de droit, il faut que nous faisions un effort de respecter un minimum. Et là, même le minimum n'est pas respecté. C'est vrai que j'ai été contre la position de M. Frédéric Bourla en disant que l'article 85 ne s'appliquait pas, que les décisions du Conseil des ministres n'avaient pas violé la Constitution, mais que c'était des circonstances exceptionnelles. Mais aujourd'hui, je lui donne raison parce qu'après ces décisions, il y avait un formalisme qui devrait être fait, qui devrait être respecté, qui, là, n'est pas respecté. Donc, ce débat sur la forme, comme je l'ai dit, n'est pas dénué d'intérêt, dans la mesure où, dès lors qu'il y a des gens qui vont commencer à dire que la Constitution a été violée, que rien n'est fait dans les règles de l'art, ça peut donner, ou ça peut réveiller un réflexe de, de, un réflexe de rébellion de la part de la population en disant qu'ils veulent nous imposer des choses qui ne respectent même pas la Constitution. Il faut que tout soit fait dans les règles de l'art. On a même vu ça ici en France. Après avoir pris des décisions par le gouvernement français, ce n'est que 3 jours après qu'ils ont pu déposer à l'Assemblée nationale une loi sur l'état d'urgence sanitaire. Ça veut dire qu'en France, on a compris que, compte tenu de l'urgence de la situation, nos libertés individuelles devraient être rétrécies, mais qu'après, le gouvernement s'est conformé à la loi. Il y a une loi de l'état d'urgence sanitaire qui est aujourd'hui étudiée au Parlement, qui sera adoptée et promulguée, et toutes les décisions qui seront prises vont être fondées sur ces cadres-là. Aujourd'hui, quel est le cadre dans lequel c'est sous-tend toutes les communications que je vois du ministre de la Santé? Ça se sous-tend sur quoi? Des ministres de l'économie? Sur rien. Sur des simples paroles annoncées par le président de la République. Je pense que ce n'est pas sérieux si nous voulons être un État de droit, un véritable État de droit. Là, j'étais sur la forme. Maintenant, je vais passer sur les fonds. Après avoir exposé sur la forme, je vais maintenant essayer d'analyser un peu le fond ou le contenu de ces décisions qui ont été annoncées par M. Félix Tshisekedi. Est-ce que ce sont des décisions qui sont réalistes? Sont-elles applicables? Quelle est la réalité des Congolais aujourd'hui? Mais avant toute chose, je vais très rapidement les lire quand même. Le président de la République a demandé que ce soit suspendu tous les vols en provenance des pays à risque. Cette mesure, je la trouve, c'est bien. Il a demandé aussi que soient reportés les voyages à destination de la RDC, je présume, toujours des gens provenant de ces pays à risque. Quoique, bon, ces pays à risque n'ont pas été déterminés, définis. Quel est le pays à risque
que les pays occidentaux, parce que d'autres pays africains aussi sont touchés par ces mêmes virus. Voilà encore, ça rejoint ce que j'ai dit, les bien fondés des mesures d'application. Parce que s'il y avait des mesures d'application, au moins on saurait quel contenu mettre dans les décisions qui ont été annoncées par le président de la République. Là, c'est flou. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu de mesures d'application. Il n'y a pas eu de mesures de mise en application de ces décisions. Bon. 3, on parle d'imposer à tous les passagers, de les soumettre à l'obligation des contrôles sanitaires. Les gens qui rentrent dans les frontières de la RDC. Je trouve ça aussi, c'est normal. Imposer une mise en quarantaine de 14 jours à toute personne testée positive. Franchement, c'est OK. Je salue toutes ces décisions prises par le président de la République. Renforcer les contrôles aux frontières. Je présume là les frontières fluviales, lacustres, terrestres, toutes les frontières de la RDC, imposer des contrôles. Franchement, cette mesure-là aussi, c'est vraiment OK. Suspendre les cultes et les événements sportifs. En ces moments d'urgence sanitaire, nous savons très bien que des cultes, des événements sportifs créent tellement d'engouement qu'il est important qu'on soit regardant par rapport à ça. Et là, cette mesure annoncée par le président de la République se justifie largement. Parce que j'ai vu quelques pasteurs faire de la résistance. Ils doivent savoir qu'un des foyers qui a contribué à la propagation de ces virus ici en France, c'était à Milouze et ça a commencé dans une église. Non, on n'est pas contre les chrétiens ou contre toutes les autres confessions, des gens qui veulent prier, mais il faut aussi observer les temps et savoir que ces restrictions s'imposent aussi à ceux qui veulent aller prier. Donc, cette mesure, je la trouve largement justifiée. Il a parlé aussi de l'interdiction de l'organisation des deuils, que ce soit en salle ou au domicile, qu'on devrait accompagner les corps au cimetière à nombre restreint par la famille. Ça aussi, je trouve ça justifié. Et même si ça peut continuer après cette urgence sanitaire, j'ai vu beaucoup de gens écrire que ce serait même intéressant que ça continue parce que nous savons que ces deuils sont devenus aujourd'hui un moyen de dépenser beaucoup d'argent par les familles et aussi de créer des attroupements des fois inutiles et même des exhibitions qui ne nous honorent pas comme peuple. Donc si ça peut même continuer un peu cette urgence sanitaire, moi je n'aurais rien contre. Il parle aussi de prendre en charge aux frais de l'État les personnes contaminées. Ça aussi je trouve ça normal. Mais ce qui me pose problème, c'est quand le président de la République a parlé de la fermeture des écoles, universités, instituts supérieurs, officiels, privés dans tous les pays. Je pense qu'à ce niveau-là, il aurait pu peut-être décaler cette décision. Je ne dis pas que cette décision n'est pas importante, mais il aurait pu la décaler. La décaler pourquoi? Parce que même sa communication n'a pas été suivie par tout le monde. Nous sommes un pays où il y a des problèmes d'électricité. Tout le monde n'a pas de télévision à la maison. Et même ceux qui en ont, des fois, ne les regardent pas suite aux problèmes d'électricité. Tout le monde n'a pas de smartphone pour être connecté et suivre les informations. Ce qui fait que le lendemain de l'annonce de ces décisions, il y a des élèves et des étudiants qui se sont retrouvés dans leurs facultés, dans leurs écoles. C'est pour dire qu'ils n'ont pas suivi l'information. Pourtant, en ces moments, ce qui est très important aussi, c'est la sensibilisation et les informations. Je pense que les écoles, les universités auraient pu être des bons canaux d'information en ces moments. Donc, on aurait pu décaler cette décision et demander, par exemple, aux professeurs, aux instituteurs de faire des travaux de sensibilisation des élèves avant que ces écoles et universités soient fermées. Mais bon, aujourd'hui, elles sont déjà fermées. Voilà. Il a parlé aussi de l'interdiction d'ouvrir les discothèques, bars, cafés, restaurants. Ça aussi, je trouve ça justifié. Mais ce qui pose problème, c'est l'interdiction de tous les rassemblements, réunions, célébrations de plus de 20 personnes. Cette mesure, dès lors qu'il n'y a rien
pour expliciter, dès lors qu'il n'y a pas eu des mesures d'accompagnement, ou voilà, il n'y a pas eu des décrets du Premier ministre, il n'y a pas eu des mesures d'accompagnement des ministres sectoriels. Donc, du coup, on est un peu dans le vide. C'est quoi rassemblement de plus de 20 personnes? Parce qu'il y a des gens qui... Ça contredit même l'autre décision qui dit interdiction d'ouvrir les discothèques, bars, cafés, restaurants. Si dans un restaurant, les gens sont 19, donc ils respectent l'autre condition. Ils sont moins de 20, donc ils respectent l'autre condition. Ils sont en rassemblement, mais ils ne sont pas plus de 20. Donc ils peuvent rester dans les restaurants. Donc cette mesure veut tout dire et rien dire donc, en même temps. Parce que les choses n'ont pas été explicitées. Et en même temps, ça renvoie à une idée déjà de confinement partiel. Parce que on dit, euh, dans les lieux publics, les gens ne peuvent pas se regrouper à plus de 20 personnes. Il faut seulement que ça soit dans les cadres, sauf dans les cadres familiaux. C'est-à-dire, mais les problèmes restent entiers. Que les gens soient confinés à 20 euh, à la maison, ou qu'ils soient confinés à 20 ou à moins de 20 dans un endroit public, ça reste les mêmes, les problèmes restent entiers. Il faut juste, en ces moments, beaucoup sensibiliser la population pour qu'ils comprennent. Et là, j'ai salué quand même une des communications que j'ai vues du ministre de la Santé, qui a dit à Top Congo qu'il va lancer une opération de sensibilisation avec des mégaphones qui vont aller même dans les quartiers, dans les coins un peu reculés, pour sensibiliser, vraiment donner l'information. Ça, ce sont des initiatives à faire. Parce que la population doit comprendre que ce n'est pas les affaires des autres, ce n'est pas les affaires des autorités, mais c'est son problème. Mais il y a encore quelque chose qui pose problème dans les contenus de ces décisions que je viens de lire. C'est les mesures d'accompagnement. Non, je sais que nous n'avons pas la possibilité des pays développés, où on a vu la France injecter 300 milliards d'euros pour soutenir son économie. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Mais je pense qu'on fera d'autres réflexions après cette crise, parce que notre pays ne devrait pas se retrouver dans des situations comme celle-ci. Nous avons des ressources. Nous avons des ressources naturelles qui sont pillées, qui sont vendues, et l'argent rentre dans les poches des gens. Pourtant, on pouvait même avoir des fonds, même des fonds pour les générations à venir. Donc on vend des minéraux, on vend des richesses d'un pays, et il n'y a même pas de réserves. Et durant des crises comme celle-ci, il n'y a même pas de réserves pour soutenir l'économie, pour soutenir les sociales de la population. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais bon, on fera d'autres analyses après cette crise pour évaluer un peu par rapport à ce qui va être fait. Mais à l'instant T, nous savons que le gouvernement, je disais, notre gouvernement, notre pays, n'a pas les moyens comme d'autres pays pour mettre beaucoup d'argent. Mais on aurait pu quand même avoir un budget spécial. J'ai vu qu'il y a 1,8 million qui sera débloqué pour gérer cette situation d'urgence. C'est déjà très bien. Mais je pense qu'on peut mettre un peu plus. Je ne vais pas dire que c'est rien, mais c'est déjà très bien. Quand il y a des choses qui sont faites, il faut quand même les saluer. Mais on peut mettre plus, parce que pour d'autres événements qui ne sont pas aussi importants, aussi graves que ceux que nous vivons aujourd'hui, les gouvernements ont mis plus. Donc je demande au gouvernement de mettre un peu plus. Encore, par rapport aux mesures que je viens d'annoncer, qu'est-ce qui est fait pour encadrer les prix? Ce n'est pas une simple communication du ministre de l'économie qui va faire en sorte que les prix soient encadrés. On reçoit tous les jours des messages ici qu'il y a une flambée des prix des biens de première nécessité. C'est normal parce qu'il y a la psychose. Quand on annonce des mesures comme celle-là, il faut s'attendre à la psychose. Même ici en France où les gouvernements ainsi que toutes les autorités annonçaient qu'il n'y aura pas de pénurie alimentaire. Et même si les prix n'ont pas bougé dans les grandes surfaces, c'est-à-dire que dans les grands magasins, mais on voyait quand même l'engouement au point que les gens se battaient. C'est normal, c'est la psychose. Donc il fallait s'attendre quand on annonce des mesures comme celle-ci qu'il y ait de la psychose. Mais c'est à l'État d'encadrer, c'est à l'État de prendre des décisions. Et non de faire des communications comme celle que j'ai vue du ministre de l'économie.
des simples communications pour demander aux gens de ne pas exagérer avec les prix. C'est pas ça. Les problèmes, il faut des stratégies. Par exemple, on fait des dégrèvements d'impôts pour tout, parce que comme notre économie est extravertie, bah, on fait des dégrèvements d'impôts pour toutes les importations des biens de première nécessité. Comme ça va impacter sur les prix. On freine les prix pour essayer de permettre à toute la population de s'approvisionner durant ces temps de crise. Voilà des mesures qu'il faut prendre, au lieu de se limiter à des simples communications. En même temps, je disais en même temps, dans le secteur des transports, on a, j'ai vu un communiqué où on dit que faut qu'il y ait, pour respecter les mesures annoncées par le président de la République, il faut qu'il y ait moins de 20 personnes dans tout ce qui est bus et consorts. Et le général Kassongo, qui parlait de cette mesure-là, dit que toutes les voitures, tous les bus qui ne vont pas respecter ces mesures-là seront immobilisés. Ils vont payer les amendes avant de venir récupérer leur voiture. C'est ce que j'ai dit hier dans ma vidéo. Il faut d'abord que la police fasse de la pédagogie. Nous avons un peuple, une population qui vit dans une situation socio-économique déjà macabre, qui vit dans une extrême pauvreté. Pour d'autres personnes, ces taxis-là que vous voulez immobiliser, c'est ça qui fait que toute la famille survive. Si vous l'immobilisez, parce qu'il n'a pas respecté, dès les premiers chocs, vous l'immobilisez, c'est toute une famille derrière qui va mourir de faim. Et dans ces contextes d'urgence sanitaire, ça va être compliqué pour cette famille. Parce que quand il dit, le général Kassongo, que dans d'autres pays, on met même des amendes plus que ça, je pense qu'il faisait allusion aux pays occidentaux, il a oublié de dire que dans ces pays occidentaux, quand vous violez des règles comme celle-là, comme les règles de confinement, on vous donne une amende. C'est si vous pouvez payer ça sur place que vous les payez. Si vous ne pouvez pas, on vous fait un PV. Et le trésor public va récupérer cet argent-là plus tard, soit en faisant une saisie de votre compte, soit en allant prélever à la source directement chez votre entrepreneur si vous êtes salarié. Mais on ne va pas immobiliser votre voiture. C'est pas comme ça que ça se passe ici, si c'est ce qu'il a voulu donner comme référence. En cherchant à immobiliser les voitures des gens, vous les mettrez encore en situation de précarité. Alors que les contextes aujourd'hui déjà, les contextes de cette urgence les met déjà en précarité. Ce qu'il faut faire, il faut d'abord commencer par sensibiliser, qu'il y ait plus de pédagogie pour que les Congolais comprennent de quoi il s'agit. Parce qu'on ne le souhaite pas. Si ces virus continuent à se propager, cette population va vivre des situations extrêmement difficiles. On parle des mesures barrières, que les gens doivent se laver les mains. Nous savons tous comment fonctionne la régie des eaux là-bas. Il y a certains coins où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable. Ils vont laver ses mains comment? C'est là où ça rejoint encore ce que j'ai dit par rapport à la forme. On devrait avoir aujourd'hui une proclamation de l'état d'urgence, ne serait-ce que sanitaire. Parce qu'en cas d'état d'urgence, on peut même faire on peut prendre des décisions pour mobiliser même des installations privées. On me rapporte qu'il y a aujourd'hui des forages privés construits par certaines entreprises pour s'approvisionner en eau. Ces forages, pendant un état d'urgence sanitaire, peuvent être réquisitionnés pour donner de l'eau aussi à la population. Pas pour priver ces entreprises, mais donner aussi à la population. Mais on ne peut pas les faire si on n'est pas en état d'urgence. Parce que ça viole les droits de ces entreprises-là qui ont construit ces forages.
Donc, il faut imaginer une gamme de stratégies. Une gamme de stratégies pour que cette population ne puisse pas souffrir beaucoup. Déjà, ils vont souffrir parce que déjà, en temps normal, ils souffrent. Et durant ces moments d'urgence sanitaire, ils vont encore plus souffrir. Donc, il faut imaginer des stratégies pas punitives, comme j'ai cru comprendre dans les temps du général Kassongo, mais des stratégies pour alléger la difficulté de la population. J'ai vu aussi des élans de solidarité que je salue énormément. Avec l'artiste Fali Poupa, qui veut lancer quelque chose à travers sa fondation. J'ai vu aussi la fondation Widal du sénateur Guy Lovano, qui a lancé, qui a mis des fontaines pour que les gens se lavent les mains dans la cité. C'est des initiatives à encourager, à soutenir. Que les gens qui ont des moyens puissent mettre ça à contribution pour soutenir la population en ces moments. Parce que ce sera très difficile. Mais les plus grandes stratégies doivent venir de l'État, doivent venir des organes. Les plus grandes stratégies doivent être structurelles, doivent venir des structures de l'État, notamment avec les dégrèvements d'impôts pour que, comme notre économie est extravertie, pour permettre à ce qu'il y ait des gens qui vont importer les biens de première nécessité, on leur fait des dégrèvements d'impôts, comme ça, on leur dit, vous les vendez à tel prix, on cale les prix à ce niveau-là pour permettre à ce que toute la population puisse avoir au moins quelque chose à manger. On proclame l'état d'urgence sanitaire, comme ça, dans des coins reculés ou dans certains coins où il n'y a pas d'eau, on réquisitionne des forages, parce qu'on me dit qu'il y a des forages aujourd'hui à Kinshasa, construits par des entreprises publiques, on réquisitionne ça pour donner de l'eau à la population. Comme ça, les différentes fondations, les hommes de bonne volonté qui peuvent aider, ils peuvent aider dans autre chose, notamment en achetant peut-être des masques à donner à la population, des crèmes hydroalcooliques pour que les gens désinfectent. Parce que j'ai écouté aussi les ministres de M. Eteni qui disait que chaque chauffeur devrait chercher à avoir sa crème hydroalcoolique pour mettre pour donner à ses clients avant d'entrer dans les voitures. Qui va contrôler tout ça? Vous aurez les policiers à déployer partout pour contrôler tout ça. C'est au gouvernement de mettre en place des stratégies. J'ai comme l'impression que les choses sont faites. Je ne peux pas dire que les choses ne sont pas faites. Mais il faut qu'ils aillent encore un peu plus loin. Notamment pour ce qui est de l'accompagnement de la population en ces temps de crise. Je ne vais pas faire long. Pour aujourd'hui, je me limite ici. Je reviendrai peut-être pour une autre vidéo parce que j'ai beaucoup de choses aussi à dire. Mais bon, je ne vais pas non plus abuser de votre temps. J'ai déjà fait, je pense, plus de 30 minutes. Donc, je me limite ici. Et je vais conclure en disant ce que j'ai commencé à dire au départ de cette vidéo. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste. Tout ce que j'ai dit, c'est ma lecture à moi. Moi, je suis qu'un citoyen congolais. Je suis juriste de métier et des formations et des métiers. Donc, ce que j'ai donné comme contribution, c'est ma lecture à moi par rapport aux décisions qui ont été prises. J'ai plus vu les paramètres juridiques, politiques et même socio-économiques et de comment est-ce que la population va survivre durant ces moments d'extrême urgence. Donc, ça n'a pas de valeur médicale parce que les décisions qui ont été prises, forcément, les experts qui ont donné leurs avis pour que ces décisions soient adoptées, ils ont la matière, donc du coup, c'était normal qu'on se réfère à eux et ces décisions sont valides. Il faut juste que, en tant que citoyen, on l'accompagne, qu'on demande au gouvernement de les fignoler pour que ces temps difficiles ne puissent pas être apocalyptiques pour notre pays et pour nos populations. Je me limite là pour aujourd'hui. Je suis M. Megata et mon vœu est que maladie oyo epanzana mingi te na mboka na biso parce que soki te population akosouffrir makasi. Nzamba za na bino, nzamba batela bino.
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, les préserve et son peuple. Merci.